y a le corps et la vérité de l'être. C'est sans aucun doute cette citation qui illustre le mieux l'échange profondément intéressant que nous allons aborder aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Place à la nuance et au goût de la complexité, place à Entre nous. Shannon, welcome, bienvenue. Mais bienvenue à toi aussi. Ça va et toi? Ah bah ouais, ça va très bien. Ça va très bien, même si on va quand même aborder un sujet un peu compliqué, mais important et nécessaire. C'est la première fois avec Shannon qu'on le dit, hein, c'est un sujet qu'on découvre véritablement maintenant. C'est même problématique qu'on ne découvre que maintenant. Et parce que c'est un sujet qui est très peu évoqué dans les médias, qu'on a quasiment, voire jamais, dans les souvenirs, on n'en a jamais parlé dans les cours de sciences. Et je tiens vraiment encore et toujours à remercier le service public qui met en lumière la société dans toute sa complexité et qui propose une vulgarisation des problématiques traversées par des milliers de Français, même si c'est une minorité. Ils ont un poids tout autant important. Je nomme donc l'intersexuation. Donc des personnes sont définies comme intersexuées dès lors que ces personnes ont des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions traditionnelles de ce qu'est un homme ou une femme. L'intersexuation englobe un ensemble de variations naturelles de leurs caractéristiques sexuelles. Leurs organes génitaux sont difficiles à définir ou alors sont atrophiés parfois, si bien qu'il est impossible de classer ces personnes selon les standards habituels. Et il y a plein de variations possibles qui fait qu'on pourrait donner plein d'exemples très différents de ce qu'est une personne intersexuée. Donc on parle d'intersexuation plutôt que d'intersexualité parce que cette caractéristique biologique n'est pas liée à l'orientation sexuelle de la personne. On ne parle pas non plus d'ambiguïté, de trouble, de désordre, d'anomalie, de malformation, des termes qu'on peut entendre parfois de la part des médecins. L'intersexuation n'entraîne pas nécessairement des problèmes de santé. On peut vivre très bien avec et ce n'est pas une pathologie pour autant. Alors la plupart des personnes refusent aussi d'être qualifiées d'hermaphrodites. Parce que contrairement à ces dernières personnes, leurs organes génitaux sont rarement fonctionnels et les intersexués sont différenciés des transsexuels qui eux revendiquent un changement de sexe. Ça c'est vraiment pour contextualiser le thème de cette émission. Et chez nous, on va aller un tout petit peu plus loin avec les fameuses questions de Flo. Les questions de Flo Shannon autour de l'intersexuation. Est-ce qu'on va arriver au 3 sur 3? Est-ce qu'on y croit, Shannon, aujourd'hui? Alors j'essaye d'y croire, mais c'est compliqué. J'ai l'impression plus les émissions avancent et plus c'est compliqué. Oh non, je te sens faiblir. Non. On va essayer aujourd'hui. On va encore essayer. Il y a encore plein d'émissions dans l'année, donc t'en fais pas. Je suis sûr que tu vas y arriver. On y croit. Alors on y va avec cette première question. Selon l'Organisation des Nations Unies, quelle serait la part de la population concernée par l'intersexuation en pourcent? Alors parce que j'ai fait des recherches, je crois que c'est environ 1,7% de la population mondiale. Exactement, j'avais 2% mais c'est ce que j'ai arrondi, mais 1,7%. Effectivement, bravo Shannon. Juste, si je peux préciser quelque chose, parce que c'est hyper important, tu as fait une très bonne contextualisation juste avant, et 1,7% de la population mondiale, je trouve que c'est énorme, et dans un article d'Amnesty International, il compare ce chiffre au pourcentage de personnes qui naissent roux ou rousses à la naissance. Et donc, je veux dire, les personnes rousses ne choquent pas, enfin, normalement, non. C'est une couleur de cheveux comme une autre. Et donc, c'est assez aberrant de se dire qu'on connaît si peu les personnes intersexes et qu'on en parle si peu, qu'on les représente si peu. Exactement. Et peut-être que cette série qu'on va évoquer va peut-être donner un élan pour ces personnes qui ont une part très importante. Entre parenthèses quand même, ce pourcentage il est très difficile à estimer, il faut le prendre avec des pincettes parce que certaines personnes sont intersexes mais ne le savent pas ou ne le savent pas encore. Donc encore dans la comptabilisation c'est compliqué, mais toujours est-il que c'est au moins 2%. Donc ça reste quand même un chiffre très important. Et ce qui fait notre premier point, Shannon, pour ces questions de Flo. Alors on continue, deuxième question, quel est le premier pays européen à concrétiser administrativement l'existence de personnes intersexes? Je te donne un indice, c'est pas la France du tout.
Oui, bah ça forcément c'est pas la France. Je crois que j'ai vu. Attends, je suis pas sûre. Est-ce que c'est pas l'Allemagne? C'est l'Allemagne. Bravo, Shannon, effectivement. Bravo, l'Allemagne accorde. Eh oui, t'as particulièrement bien bossé ce questionnaire. Donc l'Allemagne, effectivement, accorde depuis 2013 aux parents le droit de ne pas indiquer le sexe de leur nouveau-né. Et donc les parents peuvent faire supprimer la mention du sexe à l'état civil. Ils peuvent choisir la mention sexe indéterminé, qui peut être modifiée éventuellement plus tard. En pratique, très peu de finalement optent pour ce choix, mais il existe. Après, c'est vrai que comme j'avais vu dans un reportage, c'est compliqué cette idée de entre guillemets troisième sexe ou sexe neutre. Forcément il le faut parce que les personnes intersexes, comme d'ailleurs les non binaires, et encore c'est une question, ça peut être aussi une question de genre. C'est vraiment compliqué la question de sexe et genre, mais dire sexe féminin ou sexe masculin, c'est vraiment stigmatiser les personnes, et même sexe neutre ou sexe indéterminé, c'est assez stigmatisant. Et il y avait une personne qui avançait l'idée de tout simplement supprimer cette case de sexe. C'est que elle parlait de, avant, dans les papiers administratifs, etc., il y avait une case race qu'on a supprimée parce que de toute façon c'était stigmatisant et voilà. Et en fait elle disait mais pourquoi on le ferait pas pour la case sexe, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que ça pose énormément de problèmes. C'est un débat qu'on peut ouvrir au regard de ce qu'on évoque, bien évidemment, bien sûr. Troisième question, le sans faute, Shannon, c'est important. Quel est le premier pays au monde à avoir apposé sur ses papiers d'identité la lettre X pour spécifier le genre non spécifique d'un individu? Ah, attends, je crois que... Alors un indice n'est pas un pays européen. Oui, je sais, mais est-ce que c'est pas les États-Unis? Alors c'est un pays anglophone, je t'aide un peu, ce n'est pas en Amérique non plus. L'Australie, la Nouvelle-Zélande? Exactement, alors c'est même les deux, effectivement, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La plus haute juridiction australienne a décidé qu'une personne, donc en 2014, pouvait être reconnue comme étant de genre non spécifique et donc avoir un X sur ses papiers d'identité, comme on a en Nouvelle-Zélande, ou au Népal, on a le O de Other pour autre, qui est l'équivalent du X. Encore une autre initiative pour ces personnes intersexes et pour d'autres personnes qui ne s'identifient ni comme étant un homme ou étant une femme. Donc c'est une autre forme d'avancée. Mais Shannon, on a un sans faute là. Vraiment, félicitations. Oui, mais du deuxième coup, tu y es arrivé et je t'ai pas trop aidé. Donc première victoire de la saison. On espère que ça va continuer. Et en attendant, on va étudier le fait en plus. Alors c'est une série où on a 10 épisodes pour comprendre. Un garçon, une fille, ce serait tout? Pas forcément, la réalité serait bien plus complexe, et ce depuis la nuit des temps. Alors pour ces personnes intersexes, force est de constater qu'il est impossible de se référer aux standards habituels, du genre masculin au féminin. Alors il faut savoir que les médecins peuvent avoir recours à la classification de Prader pour déterminer le sexe anatomique de l'enfant à sa naissance. Cette classification aide à définir si les organes génitaux sont plutôt mâles ou plutôt femelles, en les classant de 1 à 5, notamment 1 qui correspond à des organes génitaux externes clairement féminins et 5 clairement masculins. Mais ce serait suffisant lorsqu'une personne ne peut s'identifier à l'une ou l'autre des catégories. Pas du tout, c'est sans ça que ce sujet est bel et bien complexe et paradoxalement qu'on n'en parle pas du tout dans la société. Et cette dualité sans nuance peut causer un véritable problème d'exclusion. Si cette personne n'est pas casée comme étant un homme ou une femme, comment peut-elle s'inclure dans la société? Et c'est d'autant plus prégnant, notamment lorsque l'intersexuation se révèle au moment de la puberté. La plupart du temps, c'est au moment de la puberté que la personne se rend compte qu'il y a un souci peut-être dans son identification, parce que les personnes intersexes peuvent posséder, par exemple, des organes génitaux typiquement masculins ou féminins, mais leur corps n'évolue pas comme la grande majorité des garçons et des filles. Si on va un tout petit peu plus dans le détail, l'intersexuation peut également avoir des origines chromosomiques, notamment c'est le cas de personnes atteintes du syndrome de Klinefelter, qui possèdent un chromosome sexuel supplémentaire, notamment XXY.
par exemple. Alors, pour remédier à cette situation, un médecin, John Money, et son équipe a imposé une sorte d'idéologie à partir des années 50, une idéologie qu'on regrette aujourd'hui. C'est l'idée selon laquelle ces personnes naissent psychosexuellement neutres d'une part, ce qui n'est pas dérangeant, bien au contraire, mais que ces personnes pouvaient être dirigées vers un genre particulier dès leur enfance. Donc ces personnes qui ont des organes génitaux ambigus peuvent être traitées comme des urgences médicales, autrement dit, il faut les opérer, il faut le retirer des organes ou en mettre d'autres en fonction de différents critères pour lever cette ambiguïté sexuelle. À l'époque, l'intersexuation est considérée comme une anomalie qu'il faut corriger. C'est comme une approche qui est objectivement atroce, qui peut mutiler des individus, surtout des personnes qui sont non consentantes, puisque c'est fait la plupart du temps à la naissance. L'enfant ne peut pas trop donner son avis. Alors en Hexagone, il faut savoir que la France a été condamnée à plusieurs reprises pour ces opérations. D'une part par le Comité des droits de l'enfant, le Comité contre la torture, c'est violent, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes également. Il y a eu une seule avancée, c'est à la fin des années 2010 avec une réforme d'un article du Code civil, notamment relative à la déclaration de la naissance de l'enfant. Autrement dit, les parents ont un délai supplémentaire pour décider si leur enfant est du sexe masculin ou féminin. Bref, ça n'arrange rien. Le combat est encore long, notamment chez nous en France, pour une pleine reconnaissance de ces personnes. Et la série que l'on va évoquer tente de faire évoluer ces mentalités. Alors, l'œuvre du mois, c'est la série Chair tendre, disponible sur France TV. Elle est disponible pendant très longtemps, donc c'est pour ça qu'on vous la conseille. Elle est sortie récemment, donc elle date de 2022. Elle a été créée par Yael Langman. Et donc c'est 10 épisodes pour l'instant. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ? On ne sait pas encore. Mais 10 épisodes d'environ 30 minutes chacun, donc c'est assez court et c'est assez intéressant, notamment pour ce que ça raconte. Donc Sacha est une personne qui a toujours été identifiée comme un garçon, mais après un événement traumatisant, il veut s'identifier comme une fille et elle et sa famille déménagent dans une nouvelle ville. Dans son nouveau lycée, Sacha doit s'intégrer tout en faisant face à son secret. En effet, Sacha est en fait intersexe. Et c'est une série, donc le personnage principal de Sacha est incarné par Angèle Metzger, qui est une ancienne mannequin androgyne. Donc androgyne, c'est encore une autre terminologie. Androgyne ne concerne pas le sexe, mais concerne en fait les traits... l'apparence physique, on va dire, c'est-à-dire qu'une personne androgyne, normalement, on ne peut pas déterminer si ses traits sont plus masculins que féminins. Donc c'était très intéressant de prendre cette actrice pour jouer Sacha, c'est-à-dire qu'on est face vraiment à un personnage qui a certaines caractéristiques des intersexes, pas forcément toutes. Comme on a dit, les personnes intersexes, il y a une multiplicité et une diversité immense en fait de cas d'intersexes, que ce soit au niveau de l'apparence, que ce soit au niveau du sexe, que ce soit au niveau de la biologie, des chromosomes, etc. Merci Shannon, donc on va rentrer dans le détail de la série Chair tendre qu'on a littéralement adoré avec Shannon. C'est ça, et on fait juste un petit warning au début, c'est qu'on va tout au long du reste de l'émission parler de Sacha au féminin, elle, parce que c'est comme ça qu'elle s'identifie au début de la série, et comme on ne veut pas potentiellement spoiler, est-ce qu'elle va rester dans cette identification féminine ou est-ce qu'elle va changer, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas, nous on sait, mais vous ne savez pas forcément, et donc on veut garder le mystère pour ceux qui n'ont pas vu la série, parce qu'on vous la conseille forcément. Qui est disponible jusqu'en 2025. Oui, voilà, donc elle est disponible longtemps, donc c'est pour ça qu'on vous incite à aller la voir, et on pense que c'est vraiment intéressant parce que ces 10 épisodes on en a parlé avec Florence juste avant l'émission, elle fait vraiment un panorama de toute la complexité de ce sujet,
Ça reste une fiction, donc ce n'est pas un documentaire. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important. Voilà, il y a tout un panorama de points qui sont abordés, mais pas forcément en profondeur. Et pour vraiment comprendre, je pense, ces points abordés, c'est important de se renseigner, en fait. En regardant des reportages, en lisant des articles, etc. Parce qu'en fait c'est hyper important et toutes les informations qu'on a pu vous donner juste avant, que ce soit au niveau du pourcentage de personnes, au niveau de la terminologie, etc., c'est parce qu'on est allé chercher les informations et elles sont pas disponibles dans la série même en fait. La série permet, je trouve, une bonne entrée en matière dans le sujet. Parce que aussi, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, mais je me souviens plus, mais les personnes intersexes sont très très peu représentées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui m'a choquée, c'est que j'ai découvert en fait l'existence de ces personnes intersexes. J'ai 23 ans, je trouve que c'est hyper triste de jamais en avoir entendu parler. Et en plus, quand on parle par exemple des personnes LGBTQI, le I c'est intersexe en fait. Mais on n'en parle pas en fait et plusieurs témoignages disent que oui, les personnes sont sous-représentées dans les séries. En fait c'est un peu terrible parce que on a tendance voilà, dans les séries à représenter encore plus davantage de personnes, que ce soit des personnes de sexualité différentes, de couleurs de peau différentes, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire et que les personnes intersexes sont encore très oubliées à ce niveau-là. Et Cher Tendre tente de pallier ça. Exactement, et en plus en mettant en scène des jeunes, alors d'une part parce que cette question de l'intersexuation peut intervenir au moment de l'âge adolescent, mais c'est aussi peut-être pour sensibiliser des jeunes personnes, ces genres de thématiques qu'on devrait aborder en cours. Vraiment, une seule heure de cours suffirait, ne serait-ce que pour avoir en tête ce terme intersexuation, pour qu'on puisse derrière se renseigner. Alors d'ailleurs, juste entre parenthèses, donc Yael Langman, qui est donc la réalisatrice, a imaginé le personnage d'Angèle Metzger parce qu'elle a rencontré une personne intersexe. Donc c'est vraiment une rencontre qui a vraiment été à l'origine de cette série. Et vraiment pour ça, on dit merci à cette rencontre. Parce que sans ça, on n'aurait pas eu cette série. Et en fait, quand on voit sur Internet, qu'on essaie de chercher pour s'enseigner sur l'intersexuation, on voit que le contenu, il n'est pas si riche que ça. Et il ne faut pas juste que ce soit un effet de mode avec la série, que oui, on en parle un temps, puis après on l'oublie. Non, il faut vraiment que cette série soit une porte ouverte vers de nouveaux débats, de nouveaux échanges à ce sujet, et même que la loi, que le droit prenne sa part dans ces échanges. Alors pour revenir à la série, et moi, il faut savoir que, alors moi, je suis pas fut-fut, hein, donc j'ai mis un peu de temps à comprendre la situation que traverse l'actrice Sacha, enfin du coup incarnée Sacha, 2 ou 3 épisodes, mais autant dire qu'une fois qu'on comprend ce qui se passe, eh ben, on rentre véritablement dans l'histoire. Moi, j'ai regardé les 5-6 épisodes, les derniers épisodes d'un coup, parce qu'il y avait cette question de quel choix fera Sacha à la fin de la série. Mais il n'y avait pas que ça aussi, il y avait un peu, finalement, en fait, on comprend tout ce qui entoure cette situation, la famille, les choix qu'ont entrepris la famille qui s'en veulent un peu, entre guillemets les victimes collatérales, notamment la sœur, comment elle perçoit et comment elle vit cette situation, à l'école comment c'est perçu, et aussi le fait que on n'est pas tout seul, même si ces personnes représentent une minorité, une grande minorité malgré tout, eh bien il y a des personnes qui sont là pour en parler, pour évoquer des situations plus ou moins horribles de l'intersexuation. Donc en ça, cette série elle est véritablement complète en 10 épisodes. On aborde les choses de façon plus ou moins rapide, mais en même temps, il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup plus. C'est 10 épisodes de 30 minutes, hein. Donc autant dire que ça peut aller très très vite. Et pour ça, vraiment, même si le sujet est compliqué, ça vaut vraiment le coup de le regarder. Puis le casting, vraiment, de beaux personnages. Marin Judas, Alex, trop mignon. L'actrice Saoul Ben-Chetrit qui incarne Pauline, particulièrement touchante dans son rôle. Elle a très bien réussi son rôle de petite sœur, un peu pas très mature, mais qui veut se mettre en avant. Régis Nkissi, Sam, qui est le plus mignon, le plus gentil. Daphné Burki, qui incarne la maman, Cécile. Entre parenthèses, c'est elle qui a développé ce sujet dans une de ses anciennes émissions, Je t'aime, etc. Donc, elle était particulièrement familière de cette thématique. Donc, casting super et histoire très intéressante.
Non, c'est clair. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'on se concentre sur le personnage de Sacha et de tout ce qu'elle traverse. Et comment. Parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que, comme on le disait plus tôt dans la contextualisation du sujet, c'est que beaucoup d'enfants et du coup d'adolescents ou de personnes intersexes de manière générale apprennent tardivement leur situation et on leur fait croire que c'est une maladie, ce genre de choses. Et en fait, c'est le cas de Sacha. C'est vrai qu'au début, je n'avais pas trop compris parce que bon, j'avais compris que ça parlait d'intersexe. Mais même du coup, je découvrais le sujet. Et en fait, on découvre en fait en même temps que Sacha qu'elle est intersexe et je trouve que c'est assez brutal la façon dont elle l'apprend. Elle demande son carnet de santé est vide parce que, on lui cache tout. Elle a demandé des informations dans les hôpitaux où elle a eu des multiples opérations étant enfant. On lui dit non, votre dossier a brûlé dans un incendie. Enfin, c'est assez horrible en fait. Et en fait, elle se retrouve à un moment donné face à un endocrinologue. Donc c'est la première fois qu'elle a rendez-vous avec cet endocrinologue qui va s'occuper de son suivi. Et en fait, ce médecin fait preuve, mais d'aucune empathie. C'est terrible. Enfin, ce passage avec le médecin m'a vraiment brassé un peu parce que du coup, Sacha lui dit j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qu'on m'a fait, pourquoi j'ai eu de multiples opérations. Et en fait, le médecin parcourt des archives qu'elle croyait être brûlées. Il dit et en fait, il fait la liste comme c'est normal. Et donc, parmi la liste, je pourrais pas tout vous redire, mais parmi la liste, il va dire ablation de l'utérus, création d'un pénis, etc. Et en fait, d'un coup, elle apprend, alors qu'à ce moment-là, elle s'identifie comme une femme, on l'a amputée d'un utérus. Enfin, je sais pas si vous pouvez comprendre à quel point c'est vertigineux et c'est traumatisant en fait et c'est tout le problème, et on en a déjà parlé au début de l'émission, mais c'est tout le problème de la société, c'est que pour répondre à des normes sociales, on fait des opérations mais qu'on appelle mutilations, et je pense à juste titre parce qu'on ne demande même pas le consentement de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant naît, on se rend compte qu'il est intersexe, et donc là il y a tout, alors peut-être pas tout le corps médical maintenant, mais en général, et c'est connu dans le sujet de l'intersexuation, le corps médical fait pression pour qu'on opère l'enfant et qu'on lui assigne un sexe, que ce soit féminin ou masculin. Tout ça pour qu'au final, peut-être 10, 15, 20 ans après, la personne décide de se sentir d'un autre genre ou d'un autre sexe, ou aucun des deux en fait. Et ça, qu'on l'ampute de certaines parties d'elle-même à cette personne et sans son consentement. Je trouve que c'est barbare en fait, c'est horrible, tout ça pour répondre à des normes sociales qu'on pourrait juste changer, ces normes sociales, parce que les normes sociales amènent à tout ce qu'on a dit, l'administratif et tout, et en fait on pourrait juste changer ça et ça poserait aucun problème, parce que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on a fait une loi pour donner un temps supplémentaire aux parents pour désigner le sexe de leur enfant, mais en fait ça ne règle rien comme tu l'as dit, parce qu'en fait ça met juste la pression aux parents qui, au bout de 1 an, 2 ans, de toute façon doivent prendre une décision qui amène très régulièrement à des opérations chirurgicales. Alors, sous prétexte d'ailleurs souvent que c'est parce que les personnes intersexes vont développer des cancers ou quoi que ce soit, alors que c'est faux. Enfin, et j'ai trouvé ça mais horrible en fait, parce que ce passage chez le médecin, chez l'endocrinologue, quand on le regarde comme ça, déjà il brasse, mais quand on connaît le contexte, comme on en a parlé, comme beaucoup en parlent sur Internet, les réseaux sociaux, etc., ça fait peur. Hein. Je comprends pas que encore en 2022, ou en tout cas même récemment, on puisse encore faire des choses pareilles. Il n'y a pas de qualification à ça. Et la série le montre très bien. D'ailleurs, on est révolté, on est indigné, on est vraiment sans voix. Au-delà de ça, moi ce qui m'a plu dans la série de façon générale, c'est que c'est une histoire, en plus de l'intersexuation, c'est une histoire simple en fait, c'est-à-dire des personnes simples, un lieu simple, on est à la campagne, on est au lycée, on a toutes les problématiques de la jeunesse, donc
pour notamment Sacha, c'est un sujet supplémentaire finalement qui la tracasse. Mais on a vraiment les amitiés, les amours qui se font, qui se défont, comme on peut voir dans n'importe quelle série, beaucoup de moments heureux, quelques moments malheureux, un peu oppressants, où on se sent pas très bien avec Sacha, parce qu'il y a la réalité un peu qui revient régulièrement sur qui elle est et qui elle voudrait devenir, qui la coupe un peu dans pas mal de moments joyeux, des moments un peu, j'allais dire sexuels, mais des moments torrides surtout, des scènes particulièrement choquantes aussi, quand on voit que en fait, Sacha elle se met un peu en retrait parce qu'elle a quand même ce secret qu'elle ne veut pas dévoiler, parce que là encore, c'est comme pour d'autres sujets, et si on en parle, comment les personnes vont réagir, est-ce qu'elles savent de quoi on parle, donc des liens vont être faits, des mauvais liens vont être faits, des raccourcis surtout vont être faits, donc c'est quelque chose qui la tracasse, et on le sent très bien dans toute la série, avant donc c'est vraiment un peu en deux périodes, il y a l'avant et l'après, et donc voilà, c'est ce qui fait qu'en fait on s'attache facilement à tous les personnages et encore plus à Sacha. Parce que dans la jeunesse, on a un peu de tout dans la jeunesse, sauf la personne cultivée, intelligente, ouverte d'esprit, qui n'est pas représentée par moi. Quand même, Sacha, si quand même, elle est à l'école, elle a un très très bon niveau. Oui, elle a un très bon niveau, mais du coup, c'est vrai que ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, c'est qu'on a vraiment des problématiques d'adolescents, de lycéens. Là, justement, on parle du grand oral, parce que ça va être le bac, tout ça, la sexualité, se découvrir, qui on aime, les amitiés, les mensonges, et même après les relations voilà, entre sœurs, c'est vraiment très... Même, on a des questions aussi autour de la drogue, de l'alcool, mais voilà, le sujet principal reste l'intersexuation de Sacha. Et même, je trouve que c'est très, comme tu l'as dit rapidement tout à l'heure, je trouve qu'ils ont très bien abordé aussi avec les parents. On voit quand même la détresse des parents de Sacha face à la situation, qui comprennent, eux, petit à petit, qu'ils ont été manipulés et forcés par le corps médical et la société de vouloir absolument assigner un sexe et un genre à leur enfant. Et en fait, du coup, ils doivent en fait faire ce cheminement aussi, parce que c'est aussi un cheminement qu'ils doivent faire, d'accepter que leur enfant n'est pas leur fils, parce que du coup, ils ont voulu l'assigner à un genre masculin, et donc c'est pas leur fils, donc là actuellement dans la série c'est plutôt leur fille, donc il faut faire ce cheminement là, aussi il faut faire ce cheminement de bah non, c'est aussi une personne intersexe qui peut se sentir aucun des deux, et alors que toute la société fait tout pour que ce soit compliqué, que ça n'existe pas, ben, il faut apprendre à vivre avec en tant que parent aussi, parce que c'est l'enfant, et aussi la Pauline, la sœur, elle doit aussi apprendre à vivre avec ça, tout en elle se construisant, parce que mine de rien, ça reste une adolescente qui est en pleine construction et qui vit du coup avec plein de problématiques à la maison. Je trouve que c'est très, très bien représenté, très réaliste, je pense, dans toute la représentation. Et j'ai aussi beaucoup aimé, il y a un passage de... Sacha va à un groupe de parole de personnes intersexes, et elle entend donc chaque témoignage, et chaque témoignage est très différent, et ça montre, et c'est ce qui est souvent dit dans les témoignages de personnes intersexes, c'est la pluralité et la diversité des cas, des histoires de ces personnes intersexes, et qui sont représentées dans ce moment-là. On a des personnes qui se posent des questions dans leur couple, comment l'annoncer à l'autre une fois qu'on est en couple, comment vivre avec, la relation avec les parents, des personnes qui ont été jetées dehors parce que voilà, des personnes qui ont été maltraitées, battues par leurs parents parce que les parents sont persuadés qu'ils ont raté quelque chose avec leurs enfants, et du coup ils veulent leur faire payer d'une certaine manière qui est complètement perverse et condamnable. Mais voilà, il y a aussi rapidement est évoqué à travers un personnage les abus sexuels dont ils sont victimes, et c'est quelque chose qui est vraiment réel. Je l'ai lu dans un autre témoignage qui met en avant le fait que il y a des personnes perverses qui ont un fantasme, qui développent un fantasme sur ces personnes, sur ces enfants intersexes, et du coup qui les abusent sexuellement. Et là dans la série c'est un oncle avec un enfant, c'est horrible en fait, et tout est abordé, donc c'est lourd, c'est quand même une série assez lourde, mais je pense qu'elle est importante dans un début de représentation de ces personnes intersexes, dans un début de débat autour de ce sujet-là.
et c'est fondamental et nécessaire. D'intérêt public. Et je pense que je dirais pas mieux que toi, Shannon. Et c'est ce sur quoi on va conclure cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. D'entre nous, on ne peut que vous recommander Cher Tendre, disponible sur la plateforme France TV, France TV Slash. On donne rendez-vous tous les jours et un jeudi par mois pour de nouvelles analyses et tous les jours de la semaine pour toujours plus de culture. Merci Shannon, merci à vous, à très très vite. Merci à toi Florian, merci à vous.